Eh bien, c'est l'histoire d'un petit ourson qui s'appelle Arthur. Salut, c'est Sai et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse de personnages, consacrée cette fois-ci à Arthur dans Kaamelott. Comme vous vous en doutez, cette analyse s'annonce particulièrement vaste et complexe. C'est pour cette raison que j'ai préféré la segmenter en 3 vidéos bien distinctes. Cette première partie sort le 9 février 2020, la deuxième partie sortira le 16 février et la troisième partie quant à elle devrait sortir le 23 février. Gardez donc bien à l'esprit qu'il faudra attendre d'avoir vu les 3 vidéos pour avoir une vision globale du roi Arthur dans Kaamelott. Cette analyse de personnages me tient particulièrement à cœur, mais comme d'habitude, je tiens à préciser qu'elle contiendra forcément une grande part de subjectivité. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder ces 3 vidéos que j'en ai pris à les réaliser. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus. C'est parti pour l'analyse de personnages d'Arthur dans Kaamelott. La Bretagne. Qu'est-ce que vous savez de la Bretagne? Rien. Rien. Rien? Rien. Bien. On va pas se mentir, la légende arthurienne, même avant Kaamelott, c'était déjà un sacré bordel. Un ensemble de textes écrits durant le Moyen-Âge pour parler du roi Arthur et de la quête du Graal. Il n'existe donc pas une seule légende arthurienne, mais plusieurs, le nom des personnages et même les événements pouvant ainsi considérablement varier d'une version à l'autre. Ces différents récits s'accordent tout de même sur une unité de lieu, le royaume de l'île de Bretagne, qui couvre une grande partie de la Grande-Bretagne actuelle ainsi qu'une partie de la Bretagne continentale, et une unité de temps allant de la fin du 5e siècle au début du 6e siècle, c'est-à-dire la période qui a précédé la chute de l'Empire romain. Alors oui, c'est un gros résumé très simplifié de la part de quelqu'un qui a toujours été une bille en histoire, mais ça vous permet de situer grossièrement le contexte, et j'espère que je n'aurai pas froissé la sensibilité des historiens. Vous me prenez pour un enseignant? De quoi? Non, je sentais que c'était le moment de faire une vanne, mais y a rien qui est sorti. Mais après tout, Alexandre Astier lui-même ne se considère pas comme un expert du cycle arthurien. Kaamelott comporte de nombreux anachronismes et ce n'est pas bien grave, car l'objectif n'est pas de coller à une quelconque réalité historique, mais bien de raconter une histoire. C'est dans les bonus du livre 2 qu'Alexandre Astier a pu dire qu'avec Kaamelott, il posait simplement sa petite pierre pour Arthur. Sa vision terne, plate et sans noblesse d'Arthur. Alors je vous demande de considérer cette trilogie de vidéos comme ma toute petite pierre pour ce Arthur dans Kaamelott. Allez là. Allez, dis-nous d'où tu viens. Comment? D'où tu viens? Du dortoir. Mais où t'es né, crétin? Arthur aurait été conçu par traîtrise, après qu'Uther Pendragon ait pris l'apparence de son meilleur ami le duc de Gorlé, afin de séduire l'épouse de ce dernier, Hygerne de Tintagel. C'est grâce à une potion de polymorphie créée par Merlin qu'Uther a pu s'introduire dans la chambre d'Hygerne alors que son mari était parti en guerre. Hygerne ne se rendit compte du subterfuge que trop tard et donna naissance à un fils bâtard, Arthur Pendragon. Consciente qu'Uther n'aurait jamais laissé Arthur en vie, Hygerne le confiera à Merlin pour le mettre en sécurité. Et grâce à qui? Grâce à maman. Ça, moi, je l'ai su qu'après, là. Bien que cet abandon ne manquera pas d'avoir des conséquences sur leur future relation, je suis persuadé qu'Hygerne a toujours aimé son fils, malgré qu'elle soit une femme autoritaire et une mère maladroite. On peut par exemple noter qu'elle se déplace pour lui amener son médicament, qu'elle insiste pour qu'il soit présent à ses côtés à la fête de l'hiver, et surtout qu'elle lui a tout de même sauvé la vie en l'éloignant d'Uther. Un jour, je vois débarquer un grand type, genre druide, vous voyez. Il tenait le gamin par la main. Je m'en souviens un peu de tout ça. On s'en branle. Merlin confiera donc Arthur à Anton, un chevalier fermier qui prendra soin de lui durant sa petite enfance. C'était un enfant jovial qui n'arrêtait pas de parler, ce qui lui vaudra de recevoir de la part de son père adoptif le médaillon Dogma, le dieu de l'éloquence. Une période plutôt heureuse dont Arthur ne gardera malheureusement que peu de souvenirs. À l'âge de 4 ans, Arthur retire Excalibur du rocher pour la première fois, le désignant comme l'élu des dieux destiné à régner sur la Bretagne. Merlin lui fait replanter l'épée avant de le ramener en sécurité chez Anton, mais 2 ans plus tard, Hygerne décide de l'envoyer à Rome pour le protéger de la colère d'Uther, qui n'allait pas tarder à découvrir qu'un enfant avait réussi là où lui-même avait échoué. C'est donc à l'âge de 6 ans qu'Arthur fut enlevé à son père adoptif pour suivre le cursus militaire le plus réputé et le plus sévère du monde. Anton ne se remettra jamais de cette séparation. Après, il me l'aurait pris pour l'emmener à Rome, pour en faire un soldat. J'aurais dit, mais il est trop petit pour partir là-bas. Mais il l'emmenait quand même. S'il n'a gardé que peu de souvenirs de sa petite enfance heureuse chez Anton, son arrivée au camp militaire romain a été un véritable traumatisme. Si cette expérience a certainement contribué à faire de lui l'homme fort et courageux qu'il deviendra plus tard, elle n'a pas été simple pour autant. Il a grandi comme un orphelin, dénué de la moindre figure parentale et sans rien connaître de ses origines. Hormis 3 ans dans la Légion en Afrique, dont on ne sait absolument rien, c'est dans la caserne de la milice urbaine qu'Arthur a dû apprendre à devenir un homme. SPQR, Senatus Populus Quo Romanus. Le Sénat, le peuple romain.
Petit bizutage au fer rouge pour fêter mon arrivée au camp d'entraînement. Le pied a grandi depuis, hein, j'avais 6 ans et demi. Plutôt futé, c'est en lisant les récits des généraux qu'il deviendra particulièrement balèze en stratégie. Mais malgré un environnement plutôt violent, ouais, on parle quand même de l'armée romaine, Arthur a développé un réel sens de l'empathie. Il réfléchit toujours avant d'agir et bien qu'au départ il ne soit pas forcément un meneur d'hommes, il semble avoir gagné le respect de ses pairs au fil du temps. Il a beaucoup de mal avec ceux qui abusent de leur autorité pour s'en prendre aux plus faibles et refuse d'obéir aux ordres qui lui semblent particulièrement injustes, ce qui ne manque pas de lui attirer des ennuis. Oui, terminé, j'ai pas buté Papillos quand même. On n'en meurt pas forcément du coup à la trachée, crétin. Bon, bah, je suis désolé, j'y arrive pas. J'en ai marre de ta tronche, Arthurus. Mais son quotidien de simple grouillot de l'urbaine, qui ne semblait pas aspirer à faire grand chose de spécial de sa vie, va être bouleversé lorsque le Sénat décide qu'il est temps de récupérer la Bretagne. Arthur découvre alors qu'il est breton, qu'il existe une épée des rois plantée dans un rocher, qu'il semble être le seul capable de la retirer, et que cela signifie que c'est à lui de restaurer l'ordre sur l'île de Bretagne. Ça fait quand même beaucoup d'infos à encaisser pour un type dont les seules préoccupations jusqu'alors étaient simplement de manger ou de baiser. Ça te dit de faire une pause avec la bouffe? Allez, ouais. Heureusement, il retrouve Merlin, ainsi que la Dame du Lac, qui ne manqueront pas de lui rafraîchir la mémoire. Niveau stratégie, il passe de la théorie à la pratique, et il apprend à devenir un meneur d'hommes, accompagné par son meilleur ami Manilius, dont on parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Suite à de nombreuses péripéties qu'il ne contrôle la plupart du temps absolument pas, il passe de grouillot de l'urbaine à Ducks Bellorum en quelques jours seulement. Mais durant ces quelques jours, Arthur va vivre des événements qui le marqueront à jamais. Voilà le petit protégé. Mes hommages. T'es habillé en soldat? Oui, parce que voilà. C'est durant cette période qu'Arthur rencontre Aconia, une femme de la haute société romaine qui va devenir sa préceptrice. Très vite, et malgré un début de relation un peu chaotique, Arthur tombe amoureux de cette dernière et il se marie en secret, alors qu'Aconia était déjà mariée à un autre homme parti à la guerre au service de Rome depuis 13 ans. Alors je pourrais commencer à vous dire qu'Arthur est tombé amoureux d'une femme beaucoup plus âgée que lui, parce qu'en l'absence de figure maternelle durant son enfance, il cherchait une mère de substitution. Mais j'aimerais éviter de faire de la psychologie de comptoir, et surtout la différence d'âge ne me semble pas être le plus important dans cette relation. Non, je vais me marier. Je suis amoureuse, ça me plaît. Moi, ça me plaît pas. Alors, si je peux en placer une, excusez-moi. Les relations amoureuses dans la légende arthurienne sont en quelque sorte les prémices de ce qu'on appelait l'amour courtois. L'amour courtois, c'est une expression qui désignait au Moyen-Âge le fait d'aimer son ou sa partenaire avec respect et honnêteté dans le but d'atteindre le bonheur ensemble. L'amour est donc un thème très important dans la légende arthurienne, et dans Camelot, Arthur le dit clairement. Elle est où la légende là? Elle est où la romance? C'est avec l'histoire d'Arthur et Guenièvre que vous comptez apprendre aux enfants ce que c'est que le grand amour? Avant de rencontrer Aconia, Arthur avait déjà du succès avec les femmes et n'avait pas trop de mal à coucher à droite à gauche. Mais ces relations ne semblaient pas le passionner pour autant. Dans tout le livre 6, on associe constamment l'acte de baiser à celui de bouffer, car à l'époque, on ne parlait pas vraiment de relations amoureuses au sens où on l'entend aujourd'hui. Mais avec Aconia, Arthur est tombé sous le charme d'une femme qui l'a touché émotionnellement, par son comportement et par sa personnalité, tout en le stimulant intellectuellement. Aux côtés d'Aconia, Arthur a l'impression de devenir une meilleure version de lui-même. Contrairement à sa relation avec Guenièvre, un mariage arrangé qui ne rendra ni l'un ni l'autre heureux, et bien sa relation avec Aconia aurait mérité de figurer dans la légende pour apprendre aux enfants ce que c'est le grand amour. Donc j'ai bien réfléchi. Et je suis venu vous demander en mariage. Oh, le débile! Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de débile au bout d'un moment? Je vous aime, pense à vous tout le temps. Ainsi, la promesse faite à Aconia de ne jamais consommer son futur mariage politique devient parfaitement cohérente, car l'amour courtois, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un peu ce qui a initié la conception du couple que l'on connaît aujourd'hui. Cette promesse est un engagement, et je pense que ce n'est pas anodin si c'est justement le premier mariage chrétien célébré par le père Blaise. Bref, Arthur fait donc une promesse à Aconia, la femme dont il est profondément amoureux, avant de partir pour la Bretagne. Des maîtresses, tu peux en avoir tant que tu veux, ça m'est égal. Mais s'il y a un mariage, je veux que tu me promettes de ne jamais le consommer. Mais Aconia n'est pas la seule personne à Rome qui a eu un impact considérable sur la vie d'Arthur. Vous l'aurez compris, il est temps de parler de César. Car César a été une réelle source d'inspiration pour Arthur. Si toutes ses interventions ont réellement marqué le jeune Arthur pour influencer le roi qu'il deviendra, que ce soit quand il lui explique qu'on ne devient pas chef parce qu'on le mérite, mais qu'on le devient plutôt par un concours de circonstances, ou bien quand il le met en garde que les héros vieillissent mal, aucun de ces enseignements n'a eu autant d'impact que celui-ci. Tu sais ce que c'est? Leur pouvoir secret, ils ne se battent que pour la dignité des faibles.
Les vrais héros ne se battent que pour la dignité des faibles. Rétablir la dignité des faibles, c'est ce qu'Arthur va essayer de faire pendant plus de 15 ans. C'est dans les bonus du livre 5 qu'Alexandre Astier a dit que pour rétablir la dignité des faibles, il faut d'abord montrer des gens faibles avant d'en faire des héros. Et c'est justement pour rétablir la dignité des faibles qu'Arthur décide de ne pas gouverner qu'avec les chefs de clan. Il veut trouver un moyen pour faire une place à ceux qui sont motivés, même si c'est des bouseux. Arthur veut s'inspirer du concept d'Excalibur, tout le monde a le droit d'essayer. On va trouver un moyen pour que tout le monde ait une chance de prouver sa valeur. Si c'est pour que le pouvoir ce soit les mêmes magouilles qu'ici, ça sert à rien. Et c'est là toute l'histoire de Camelot, le roi Arthur qui doit composer pour les gens faibles et surtout avec des gens faibles. Là, il faut bien comprendre que le terme faible englobe beaucoup de choses. Ne rien comprendre, par exemple, c'est une faiblesse. Et même s'il n'avait certainement pas réalisé toutes les difficultés que cette décision allait engendrer, c'est bien pour établir la dignité des faibles qu'il propose à tous les habitants de Bretagne de se démarquer par un fait d'armes, par une quête. Alors, vous, de votre côté, vous faites comme vous dites là, et moi je préfère faire une enquête. Dans un film épique, tout le monde semble comprendre immédiatement ce qu'il a à faire, mais dans Camelot, les gens sont à la ramasse, ils ne comprennent pas tout de suite, et ça peut se comprendre car le concept du Graal c'est quand même pas évident à piger, surtout pour l'époque. Arthur sera toujours entouré de gens faibles, et contrairement à Lancelot, qui veut se débarrasser des faibles pour ne prendre que l'élite, eh bien la quête d'Arthur c'est justement de rester avec les gens qui n'y arrivent pas, et pour ça, il faut faire l'effort d'y croire. C'est ça, se battre pour la dignité des faibles. Mais bon, on en reparlera plus en détail dans les prochaines vidéos. Car pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le rôle qu'a joué César dans la vie d'Arthur et dans son évolution en tant que chef. Te laisse pas faire, Arthuros. C'est-à-dire? J'en sais rien, je sais pas. Fais dans ce que tu veux, démerde-toi, te laisse pas faire. C'est tout, c'est un ordre. À son arrivée en Bretagne, Arthur doit repartir à zéro. Sa rencontre avec Manius Macrinus semble sonner comme un avertissement de ce qu'il pourrait devenir en restant ici. Il découvre qu'il doit composer avec des débiles, avec une nouvelle culture et même avec un nouveau climat. Parce que ouais, passer d'un pays chaud à un pays froid du jour au lendemain, ça peut jouer sur le moral quand même. Mais si vous restez figés comme deux mémés dans votre barquette, mes petits bisous, vous allez forcément finir par vous les geler. Ouais, il a raison. Faut bouger là. Le plus dur pour Arthur sera sans doute de devoir épouser une femme qu'il n'a pas choisie, lui qui venait tout juste de découvrir ce qu'était le véritable amour, enchaîné par une promesse dont il ne pourra jamais se défaire. Mais heureusement pour lui, à ce moment-là, il peut compter sur son meilleur ami, Appius Manilius. Et je pensais à une chose, en toute amitié, un gros pan dans votre tête, ce serait de nature à vous convenir? Mais vous allez la boucler, oui! Même si Manilius peut avoir tendance à foncer dans le tas sans réfléchir, contrairement à Arthur qui réfléchit toujours avant d'agir, ils sont véritablement là l'un pour l'autre. Manilius est une oreille attentive pour les doutes et les peurs d'Arthur, et je suis persuadé que ce soutien psychologique a joué un rôle essentiel dans la quête d'Arthur. Au même titre que César ou Aconia, Manilius fait partie de ceux qui ont eu un impact considérable sur la vie d'Arthur. Moi je suis allé couper du bois. Couper du bois, quand ça? Tout à l'heure. Je suis sorti pour pas craquer devant tout le monde. Je suis tombé sur des bûches dans l'arrière-cour. J'ai fait du petit bois, ça m'a fait du bien. Quoi qu'il en soit, c'est en faisant preuve de stratégie et en composant avec les plus faibles qu'Arthur parviendra à récupérer la Bretagne. L'épisode sur la plage nous montre tout de même de simples paysans bretons face à la puissance de l'armée romaine. Et pourtant, ici, rassembler suffisamment de gens faibles est devenu une force. Cet exploit a d'ailleurs pu être réalisé en partie grâce à Manilius, car c'est à lui qu'Arthur avait confié la lourde responsabilité de réunir toutes ces personnes à cet endroit. En si peu de temps, t'as réuni tout ça? Non mais ils sont tous ramenés à 50 là, j'en peux plus, il y en a de partout. Mais non mais c'est bien, c'est vachement bien. Ouais. Bah oui. Ouais, sûrement. On peut aussi noter que le passage avec Pellinore sur cette plage n'est pas là simplement pour faire rire. Pellinore est la parfaite illustration de l'intelligence des gens qui savent qu'ils ne le sont pas. Pellinore a conscience de sa faiblesse et ça l'inquiète, à juste titre. Ce qui est tout de même une belle preuve de lucidité. Lucidité qu'il partage avec son fils Perceval, mais on aura l'occasion de parler beaucoup plus en détail de Perceval dans les prochaines vidéos. Alors effectivement, prenons plutôt mon cas personnel. Des mots du lexican enfantin qui déclenchent chez moi un rire irrépressible. Des mots comme zizette ou pissou. Quoi qu'il en soit, c'est bel et bien en rétablissant la dignité des faibles qu'Arthur a réussi l'exploit de récupérer la Bretagne. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Je ne saurais dire pourquoi, j'ai l'impression que tu nous l'as mis dans l'os. Et je pense que si tu refous les pieds à Rome, ne le prends pas mal, hein. Je te ferai éliminer. Malgré cet avertissement, Arthur décide de retourner à Rome pour récupérer sa femme, Aconia. Mais c'est avec stupeur qu'il découvre que son premier époux est finalement revenu, qu'il s'agit en fait de Manius Macrinus et qu'il prépare leur bagage pour partir en Macédoine. Arthur est donc contraint de laisser partir l'unique véritable amour de sa vie. Si vous avez vu ma vidéo consacrée à Méléagant, vous savez que j'ai émis l'hypothèse selon laquelle Aconia était peut-être partie en portant l'enfant d'Arthur. Bien que ce ne soit qu'une théorie, on en reparlera dans les prochaines vidéos.
Et si vous n'avez pas vu la vidéo en question, je vous invite à aller y jeter un œil en attendant. Pour l'heure, nous devrons nous contenter d'assister impuissants au spectacle d'Arthur contemplant la robe rouge d'Aconia tomber au sol, brisant son cœur et ses rêves de bonheur en un éclair. Dans le même temps, Méléagant semble avoir accompagné César vers son suicide, celui qui avait inspiré Arthur pour qu'il devienne un grand chef, un héros, celui qui était en quelque sorte devenu son mentor. Et son suicide n'est évidemment pas sans rappeler la future tentative de suicide d'Arthur lui-même. Après avoir perdu l'amour de sa vie, c'est son inspiration qui s'en est allée. Et comme si ça ne suffisait pas, Manilius est finalement assassiné. Son meilleur ami, celui qu'il avait toujours soutenu, celui sur qui il pouvait compter et celui qui sans nul doute aurait été un allié de taille s'il avait eu la chance de siéger autour de la table ronde. En quittant Rome, Arthur a perdu les 3 seules personnes qui avaient compté pour lui durant sa jeunesse. Les 3 seules personnes à avoir eu un impact considérable sur sa vie. Les derniers mots de son ami résonneront dans sa tête à jamais, le rendant responsable d'événements qu'il ne contrôlait pas vraiment. Car la vie, tout comme la manière dont on devient chef, n'est qu'un concours de circonstances. Il n'aurait jamais dû revenir. Désormais seul en Bretagne, Arthur va devoir repartir à zéro. Il doit tout abandonner de Rome pour la Bretagne. Il a perdu Aconia, il devra apprendre à vivre avec Guenièvre. Il a perdu Manilius, il va chercher un nouvel allié en la personne de Lancelot. César n'est plus là pour l'inspirer, alors c'est chez les faibles qu'il s'agirait de protéger qu'il devra trouver l'inspiration. La vie n'est qu'une succession de cycles et comme dirait Méléagant, table rase. Si dans cette première partie de l'analyse de personnage d'Arthur, j'ai choisi de me concentrer sur son passé, en traitant presque exclusivement des événements du livre 6, c'est parce qu'on ne peut réellement comprendre un personnage ou même une personne sans se préoccuper de sa genèse. D'où vient-il? Qu'a-t-il traversé? Qu'est-ce qui l'a marqué? Quels étaient ses rêves? Autant de questions auxquelles j'espère avoir amené des réponses, ou au moins des pistes de réflexion. Ouais. C'est pas plus mal de savoir. Vous l'aurez compris, on approche pas à pas de la fin de cette première partie et il reste pourtant tant de choses à dire sur Arthur. Je vous donne donc rendez-vous le dimanche 16 février à midi pour la deuxième partie de cette analyse de personnages qui sera consacrée aux événements des livres 1 à 4. Et on terminera cette trilogie le 23 février pour parler en détail du livre 5 et du dernier épisode du livre 6. Ce qui devrait nous permettre d'avoir une vision globale d'Arthur en attendant l'arrivée des futurs films Kaamelott. T'es drôlement patient. Je vous invite vraiment à vous exprimer dans les commentaires pour partager tout ce qui vous passe par la tête au sujet d'Arthur, car il n'est pas impossible qu'un jour une 4e partie inspirée de vos commentaires pop subitement sur la chaîne. Donc n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle, si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue. Chevalier de la table ronde. Chevalier de mes deux. Je suis pas roi, moi. C'est pas moi le roi. Et ça, c'est du nougat. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Car cette trilogie de vidéos sur Arthur, c'est clairement mon plus gros projet. Pour me donner de la force, c'est simple, il suffit de vous abonner, d'activer la cloche, de me laisser un pouce bleu et surtout de partager cette vidéo. Vous trouverez aussi plusieurs liens dans la description, mon Tipeee et mon Utip, ainsi que tous mes réseaux sociaux. Et je remercie aussi Tostadora pour m'avoir offert ce t-shirt. Comme d'habitude, il y a aussi un lien et un code promo dans la description. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour la deuxième partie. Merci!